Hello à tous! Alors ça y est, je me pose pour enfin enregistrer cet épisode qui me tient vraiment à cœur parce que je pense qu'il est important pour moi de libérer ma voix sur ce sujet. Certes, ça m'a demandé du courage, certes, ça n'a pas été facile de combattre un peu mes démons pour y aller, mais je suis hyper soulagée de enfin faire le pas. Donc en fait, ce dont j'aimerais parler, c'est vraiment le fait que souvent, on me fait, ces remarques: «Mais Estelle, comment tu fais pour être, aussi courageuse, être aussi indépendante, aussi détachée, de vivre à l'étranger, de voilà, de pas que la France ne te manque pas, que les personnes en France, voilà, ne te retiennent pas pour partir?» et cetera. Alors, moi, je pense qu'il est temps de rétablir la vérité parce que déjà, on n'a pas tous le même contexte de vie. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à ne pas se comparer, évidemment, mais encore moins aux personnes qui ont des contextes de vie différents. Et donc, je vais vous poser le contexte pour vous expliquer un peu pourquoi, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'avoir cette vie. Alors déjà, j'ai eu un père absent. Donc la dernière fois que je l'ai vu, j'étais toute petite. Donc je sais que ma naissance, elle n'était pas voulue. Donc mon père n'a pas voulu prendre cette responsabilité de m'élever. Il n'a pas accepté, voilà, ma naissance. Et donc, j'ai des vagues souvenirs où ma mère, voilà, m'amenait quand même le voir de temps en temps pour qu'il me connaisse, que je le connaisse. Mais j'ai jamais eu vraiment de lien émotionnel avec mon père. Je me rappelle pas du tout d'avoir vécu quelque chose avec lui. Voilà, je me rappelle un peu de son visage, mais c'est très vague. Et puis voilà, à un moment donné, il a disparu. J'étais encore très, très, très jeune. Je crois que j'avais 6, 7 ans. Je me rappelle pas exactement. Et donc voilà, il est parti et définitivement. Et j'ai jamais eu cette volonté de vouloir le rechercher parce que ou d'établir un lien parce que tout simplement, je considère qu'il n'y a pas à forcer les gens et j'ai été totalement OK avec cette situation pour être honnête. Et donc son absence n'a jamais été quelque chose de douloureux pour moi puisque comme j'ai jamais vécu de choses avec lui, il y a pas une perte, un manque en fait d'un lien, puisqu'il y a pas eu de lien émotionnel. Donc après voilà, certainement qu'il y a eu un impact dans mon subconscient puisque c'est quand même un abandon d'une figure principale et évidemment que je sais pas si ça vient que de là, mais je le ressens dans mon quotidien parfois où cette blessure de l'abandon, elle s'active et donc je la vois, je la surveille et j'essaye de la libérer au maximum dès que ça m'arrive. Là, il y a pas longtemps, d'ailleurs, j'ai eu ma blessure d'abandon qui s'est très, très activée il y a quelques jours avec des amis mais j'ai accueilli, voilà, j'en ai parlé, ça m'a fait vraiment du bien et je sens que j'avance de ce côté-là. Donc voilà, évidemment que parfois on a l'impression que ça nous fait rien, mais sur le plan de l'inconscient, voilà, il y a des marques, il y a des traces qui arrivent et c'est OK avec ça. Mais en tout cas, voilà, en conscience, j'ai jamais tourné en rond des idées, de pourquoi j'ai pas de père, c'est injuste, et cetera. J'ai toujours accepté la situation telle qu'elle a été. Ensuite, ma mère étant très instable, elle n'a pas pu assurer notre garde et donc très, très jeune avec, ma petite sœur, on a été confiés à la DAS et placés en famille d'accueil. Donc moi, j'avais à peu près 2 ans et demi et ma sœur était encore un bébé. Je crois qu'elle avait du coup, 1 an et demi et donc voilà pour le contexte de vie. Peut-être aider à mieux comprendre, pourquoi c'est si facile pour moi d'être, si détachée. Parce que en raison de cette vie, assez instable, bon après évidemment, j'ai quand même eu une stabilité dans le sens où je suis restée pendant une longue période de vie, donc jusqu'à l'âge adulte dans la famille d'accueil, dans la même famille d'accueil avec ma petite sœur. Donc on était 2 et en plus on est restés sur une longue période. Donc c'était instable sans être instable, mais c'est vrai que j'ai pas forcément connu le foyer stable, sécure, puisque sans rentrer forcément dans les détails, j'ai pas forcément eu une enfance agréable. Voilà, moi je me suis pas forcément, sentie bien, je garde pas forcément un bon souvenir de mon enfance, à part quand j'étais à l'école avec mes copines. Donc en fait, on m'a rappelé très, très tôt dans ma jeunesse que je n'étais pas chez moi et donc même si ça a été peut-être douloureux et et compliqué pour une enfant, à ce moment-là, je pense que ça m'aide aujourd'hui ça m'a obligée en fait à trouver une stabilité ailleurs, vu que je l'avais pas à l'extérieur. Et donc aujourd'hui, ça me permet en fait de pouvoir, aller, d'un endroit ou à un autre, qui peut paraître, voilà, instable, à première vue,
Mais comme j'ai développé cette sécurité intérieure, c'est pas quelque chose qui est dérangeant pour moi. En fait, j'ai l'impression que la vie que je vis aujourd'hui en voyage, c'est un peu la continuité de ce que je vivais déjà dans mon enfance. Puisqu'après, à l'âge de 18 ans et demi, donc j'ai quitté le foyer, j'ai quitté cette famille d'accueil pour avoir un appartement seul. Donc en fait, c'est un système qui est mis en place pour les enfants qui sont placés en famille d'accueil, qui permettent d'avoir une chambre en ville, ils appellent ça, accompagnés d'éducateurs, qu'on voit un peu toutes les semaines pour s'assurer qu'on gère bien notre budget, etc. Bon, moi du coup, c'était très rapide parce que voilà, j'ai toujours naturellement en fait travaillé à côté de mes études. J'ai toujours fait en sorte voilà de me protéger en fait et de pouvoir au cas où qu'il m'arrive quelque chose avoir de l'argent de côté. Donc je gérais assez bien tout ça dès le début. Et donc voilà, en plus je me suis pas facilité la tâche parce que j'ai voulu donc étudier. Donc je suis partie en école de psycho et à côté j'ai toujours travaillé et donc ça m'a permis donc de financer mes études et donc de pouvoir assurer mes arrières en économisant de l'argent aussi. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a rassurée à ce moment-là. Alors il faut savoir, donc cette période de vie, maintenant que le contexte est posé, a été pendant très très longtemps ma plus grande honte. Pendant très longtemps, je voulais le cacher, je voulais je voulais pas qu'on me voie différente, je voulais avoir un contexte de vie normal avec des parents normaux. Aussi, je voulais pas en fait avoir d'étiquette parce que souvent, pour les personnes qui sont placées à la DAS, on a souvent voilà cette étiquette de comment on va pouvoir finir par rapport à l'instabilité psychologique. Et moi, j'avais une énorme peur par rapport à ce qu'on me colle une certaine étiquette de ce genre. Et donc, j'ai toujours voulu le cacher. Et je me rappelle que c'était pour moi un très grand secret. Je le confiais qu'à des personnes en qui j'avais complètement confiance. Si j'avais le malheur de savoir que quelqu'un l'avait appris d'une manière ou d'une autre, j'avais direct l'émotion qui me prenait dans tout le corps. J'étais très mal à l'aise, très mal de qu'est-ce qu'on pouvait penser de moi, de l'étiquette qu'on allait m'y coller. Voilà, ça a été très longtemps quelque chose de très tabou. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai entrepris des études, que je me suis un peu, on va dire, épuisée. Alors, évidemment que si je devais revenir, je changerai pas ce qui s'est passé parce que j'ai énormément de gratitude et de reconnaissance par rapport à la Estelle de ce moment-là qui faisait comme elle pouvait. Et voilà, c'était pas facile. Cette transition, elle était pas facile quand je suis partie de la famille et que j'ai commencé mes études. Et je faisais comme je pouvais à ce moment-là, donc je m'en veux pas et je regrette rien. Mais je pense que si j'avais eu l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, je sais pas si j'aurais fait les choses exactement pareil, parce que ça a été très très intense ma vie à ce moment-là. Je travaillais énormément, je vivais dans la peur du manque, et je pense que j'ai aussi fait ces études pour me prouver quelque chose. Aujourd'hui, je m'en rends compte parce que je pense pas que c'était nécessaire, avec le recul maintenant de ce que je fais de mon quotidien, de faire des études de psychologie, puisqu'aujourd'hui, j'ai pas du tout envie d'exercer en tant que psychologue. Peut-être que je serai amenée à changer, j'en sais pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'avais besoin de ça. Et puis, ça m'a donné énormément de clés pour avancer sur mon processus de guérison. Donc, c'était une porte d'entrée comme une autre et c'est OK comme ça. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai l'impression que je voulais tellement pas avoir cette étiquette de fille qui loupe sa vie que, en fait, voilà, j'ai entrepris, entre guillemets, des grandes choses, même si aujourd'hui, pour moi, ça veut un peu rien dire. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que d'en parler publiquement, c'est un peu honorer ce passé et transformer, en fait, cette honte en force. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu une vidéo sur Instagram de mon amie Hélène. N'hésitez pas à aller le voir, il est vraiment incroyable. Ça dure vraiment que quelques secondes, mais je trouve qu'il est très poignant. Le titre, c'est « Et si ta plus grande vulnérabilité était finalement ton plus grand don ?» Et en fait, je me disais, mais qu'est-ce que c'est qui a toujours été quelque chose de compliqué dans ma vie, une vulnérabilité dans ma vie? Et je cherchais en fait des choses sur mon corps ou un trait de personnalité. Et en fait, j'en suis arrivée à me dire, mais en fait, c'est ton passé tout simplement. Mon passé a été la plupart de ma vie, en fait, ma plus grande vulnérabilité, ma plus grande honte. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est grâce à ce passé que je peux avoir la vie que j'ai aujourd'hui, que je peux être aussi détachée, que j'ai cette possibilité, en fait, de vivre une vie
aussi libre de pouvoir rencontrer un tas de personnes différentes à travers le monde et sans en fait me poser de questions de et qu'est-ce que ça va faire quand on va se quitter? Parce qu'en fait, j'ai pas évidemment que j'ai un cœur, évidemment que j'ai des sentiments et évidemment que je pleure parfois quand je quitte certaines personnes, évidemment. Mais en fait, cet attachement aux personnes, il est pas assez fort pour me retenir. Ma volonté d'explorer le monde, ma volonté de montrer que les choses peuvent être différentes, la volonté de montrer un nouveau modèle de vie plutôt que d'être sédentaire, par exemple, est tellement important pour moi que en fait l'attachement que j'ai pour des lieux ou des personnes passe en second plan. Alors évidemment que dans mon futur, j'ai très, très envie, d'avoir ma famille, d'avoir mon mari, mes enfants et une maison dans laquelle je me sens trop bien, de enfin créer ce foyer chaleureux que j'ai jamais eu finalement et d'ailleurs je suis très heureuse parce que je sais que quand je l'aurai tellement rêvé que je vais le chérir chaque jour et que je saurai vraiment sa valeur. Donc ça, pour ça, je suis très, très heureuse. Mais à côté de ça, ça me permet aussi de faire, voilà, une thérapie à vitesse accélérée parce que le voyage, c'est clairement ça. Et voilà, en fait, de pouvoir vivre une vie qui n'est pas forcément proposée aujourd'hui dans la société, même si elle tend à se développer. Et donc rien que pour ça, en fait, je suis très, très heureuse d'avoir eu ce passé et voilà comment aujourd'hui je le transforme en force, tout simplement. Alors du coup, comment j'ai guéri, comment j'ai avancé et comment je suis vraiment sortie de ce statut de victime à ce statut de fille qui reprend sa responsabilité, qui assume en fait tout ça par rapport à ce parcours qui est atypique. Et c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai eu tendance à m'apitoyer un peu sur mon sort, même si j'en parlais pas. J'avais un peu une forme d'injustice qui était en moi, en me disant: «Pourquoi moi j'ai eu cette vie? Pourquoi moi j'ai pas la chance d'avoir une famille normale, en fait?» Et aujourd'hui, je suis complètement en paix avec ça et même je suis hyper en gratitude d'avoir eu cette vie. Déjà, ça a commencé qu'il y a quelques années, j'ai commencé un chemin spirituel. J'ai aussi, étudié l'hypnose, j'ai pratiqué l'hypnose en tant que consultante, mais aussi en tant que praticienne. Du coup, ça m'a ouvert énormément de portes concernant la compréhension de tous ces concepts qui sont pas forcément tangibles, ces concepts de d'âme, ces concepts de l'invisible en fait, qu'on peut parfois un peu se méfier. Moi, j'ai été explorer beaucoup de choses. Après, j'imagine que je suis encore très très loin de toutes les choses qui sont disponibles, mais en tout cas à mon niveau, j'avais cette faim en fait de comprendre, cette faim F-A-I-M, de comprendre tout ça et aujourd'hui, je me sens rassasiée grâce à tout ce que j'ai lu, appris, vu en vidéo, pratiqué et compris à travers les personnes que j'ai accompagnées aussi. Et déjà, la chose que j'ai envie de dire, c'est que, j'ai compris que l'âme choisit son contexte de vie en fonction de ce qu'elle veut incarner sur terre et moi, je sais clairement que mon âme, elle voulait vivre la liberté, expérimenter la liberté, explorer le monde, voilà, proposer en fait une nouvelle, vision de la vie finalement, quelque chose qui va pas forcément dans le sens de ce que la société propose. Un peu ce rôle de rebelle en fait, de montrer autre chose, qu'il existe autre chose et quoi de mieux en fait que de vivre, dans une famille qui n'est non seulement pas la mienne, mais qui en plus me me rappelle que je suis pas chez moi, donc me permet de ne pas enraciner m'enraciner quelque part. Alors je dis pas qu'évidemment toutes les personnes qui ont ce contexte de vie doivent avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Moi, je pense qu'on est vraiment tous différents et qu'on est tous là pour guérir des choses, qu'on est là pour incarner une mission bien personnelle et moi la mienne, c'est comme ça que je la vois. Donc c'est pour ça que je sais que donc mon âme a choisi ce contexte de vie pour m'aider aujourd'hui, à l'âge adulte, de pouvoir expérimenter les choses qui étaient importantes pour ma mission. Et c'est que le début, j'en suis sûre. Ensuite, la deuxième étape de processus de guérison, ça a été de faire justement cet épisode, puisque avant de le publier, j'ai d'abord demandé l'autorisation de ma sœur. Et en fait, j'ai réalisé que lui avoir envoyé une première version, puisqu'elle n'a pas validé ma première version, c'est la deuxième version que je fais là, eh bien, rien que le fait d'avoir entrepris, de prendre ce micro, de faire le montage, de
de faire comme si j'allais le poster et de l'envoyer à ma sœur. En fait, déjà, il y a eu cet échange qui a été hyper important et je trouve que ça nous a permis, en fait, de parler de choses qu'on n'avait jamais vraiment parlé, qu'elle voit mieux ma vision aussi de par rapport à comment moi je voyais les choses, de ce qu'on avait vécu, que je comprenne mieux la sienne aussi. Il y a une sorte de respect, en fait, aussi qui s'est mis en place puisque moi, c'est avant tout le respect vis-à-vis de ma sœur. Il était hors de question que je publie quelque chose qu'elle ne validait pas. Donc, j'ai l'impression qu'il y a aussi une sorte de renforcement de lien aussi qui s'est mis en place entre nous deux. Et je trouve que ça a été vraiment une étape dans ma guérison hyper importante. Et là, je me sens vraiment soulagée de pouvoir publier cet épisode et de savoir que ma sœur valide aussi cette version. Je pense que c'est super important. Et ensuite, maintenant, le dire publiquement, je trouve que c'est vraiment la finalisation de cette guérison qui est magnifique parce que je suis vraiment partie du plus bas de la honte. Je trouve qu'il y a vraiment la honte, pour moi, la honte de soi, la honte de ce qu'on est vraiment le bas de l'échelle. Vraiment, je crois que je pouvais pas tomber plus bas en termes de honte vis-à-vis de ma vie. Et aujourd'hui, je trouve que c'est quand même hyper empuissançant de le dire publiquement parce que c'est vraiment l'opposé direct de la honte de soi. Je pense qu'on peut pas faire plus extrême que le dire justement publiquement. Donc je pense que c'est vraiment beau. Je ressens ça, je ressens quelque chose de léger en moi, comme si ça y est, je pouvais avancer. C'était plus un sujet maintenant, même si j'ai pas 1 million de personnes qui vont écouter cet épisode. C'est comme si je me dis c'est bon, maintenant les gens le savent et je peux passer à autre chose, je n'ai plus rien à cacher. C'est très très libérateur. Et du coup, vraiment pour terminer cet épisode, j'aimerais vraiment dire ne culpabilisez jamais de ne pas faire des choses que d'autres personnes vont faire. Vraiment, je me répète, ne vous comparez pas aux personnes évidemment, mais encore moins aux personnes qui n'ont pas les mêmes contextes de vie parce que vous ne savez jamais d'où viennent ces personnes. Regardez-moi, je suis l'exemple de personnes pour qui c'est très facile. Ça ne me demande pas du tout de courage de faire ce que je fais, d'être aussi indépendante. Ça ne me demande pas du tout de courage de quitter la France. Ça ne me demande pas du tout de courage d'être aussi détachée. Parce que c'est mon fonctionnement. Les bases sur lesquelles je me suis construite étaient déjà de cet ordre-là. Donc pour moi, c'est vraiment que la continuité des bases sur lesquelles je me suis construite. Et donc évidemment que s'il y a des choses qui vous font très envie, faites-les, dépassez votre peur, mais ne culpabilisez pas et ne vous sentez pas mal de ne pas faire quelque chose que d'autres personnes font. Juste inspirez-vous de ça, c'est tout. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura permis de me connaître un petit peu mieux, de comprendre un petit peu mieux qui je suis et d'où je viens, et du coup, pourquoi c'est si facile de faire toutes ces choses. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.